Ah mais j'en ai rien à foutre de ce que pensent les gens des moi. Je voulais déjà être chasseur d'orage et puis j'ai vu Twister après, j'ai fait effectivement, ouais, je vais être comme eux. Ah, c'est plus personnel comme question. Oui. Je suis revenu avec autre chose. Je suis revenu avec une boîte de Big Mac. Les enjeux d'alimentation et de climat sont apolitiques. Ça concerne tout le monde. Bonjour Serge Zaka. Bonjour. Comment ça va? Bah écoute, ça va, ça fait 2 jours que je suis au Mont Aigoual. Là, je suis reposé et il y avait de l'orage cette nuit. Bon, je me suis couché à 6h du matin, j'avoue. J'ai fait des éclairs toute la nuit, mais ça va. Ok, donc moi je trouve que c'est un plaisir de te recevoir dans notre podcast. Alors Serge Zaka, tu es ingénieur agronome, spécialiste en agroclimatologie, chasseur d'orage, on en reparlera plus tard. Tu as écrit une thèse, alors moi j'aime bien voir le nom de thèse, sur la caractérisation et la modélisation des réponses à la température de la luzerne et de la fétuque élevées pour des variétés d'origine contrastée, application au modèle STICS, S-T-I-C-S. Est-ce que c'est bien ça? Ah, c'est exactement ça. Alors ça veut rien dire pour le grand public, mais je pense qu'on l'expliquera tout à l'heure. Justement, donc avant de comprendre la signification de tous ces mots qui sont bien compliqués et leur capacité, pourquoi pas, à sauver notre monde, je t'ai demandé où tu voulais réaliser notre interview et tu as choisi le splendide climatographe. Pour les gens qui nous regardent, on est vraiment au Mont Aigoual, à l'observatoire du Mont Aigoual, au cœur du parc national des Cévennes. C'est un cadre magnifique. C'est un cadre magnifique, alors à la fois chargé en histoire, chargé en sciences. Et pour moi, c'est un plaisir personnel d'être ici, parce que la première fois que je suis venu là, j'avais 13 ans avec l'équipe d'Infoclimat. Maintenant, j'en ai 37, 24 ans plus tard. On revient ici pour faire un podcast. Je suis très ravi en tout cas de le faire ici. C'est un très bel observatoire qui fait des mesures climatiques depuis 1892 et c'est une référence en termes de changement climatique puisque la série climatique est reconnue comme série climatique de référence par l'Organisation mondiale de la météorologie pour étudier le changement climatique. Oui, pour avoir parlé à plusieurs météorologues, à plusieurs scientifiques, ici c'est un peu comme je sais pas, une sorte de mec pour les météorologues, c'est un lieu presque christique, quoi. C'est ça, c'est mec, Vatican, tout ce qu'on peut dire. C'est un lieu mystique, un lieu emblématique pour tous les passionnés de météorologie. Et c'est pour ça que j'ai choisi de le faire ici. J'habite pas très loin, j'habite au pied. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles j'habite là, c'est qu'ici c'est une région orageuse, il y a les épisodes Cévenol également, et puis il y a le Mont Aigoual, pas loin. Donc tous les passionnés de météo viennent ici un pèlerinage, ça fait un petit peu religieux, mais c'est le cas, on vient en pèlerinage. On a le musée du changement climatique, on a la station météorologique de référence, on a un beau château. Venez nombreux, venez voir, c'est trop bien. Et puis on a la chance aujourd'hui, il fait beau. Alors tu es agroclimatologue, ingénieur agronome. Qu'est-ce que tu fais concrètement de tes journées? Et puis ça veut dire quoi, agroclimatologue? Et si tu peux aussi nous définir ce que c'est la luzerne et la fétuque pour un citadin comme moi, ça pourrait être pas mal. Alors, agroclimatologue, c'est une personne qui travaille sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a le court terme, l'agrométéorologie, parce que la météo, c'est le court terme, c'est sur la semaine à venir, quoi. Eh bien, l'agrométéorologie, c'est des décisions purement agricoles. Est-ce que je peux aller semer mon blé? Sous-jacent, est-ce qu'il y a suffisamment d'eau pour le faire germer dans le sol? Est-ce qu'il va y avoir du gel dans les prochains jours sur mon pommier qui est en fleurs? Sous-jacent, est-ce que je dois protéger les fleurs par des petites bougies? Est-ce qu'une canicule arrive dans la semaine? Sous-jacent, est-ce que je dois protéger mes vaches et les mettre à l'abri dans les Donc tables? ça, c'est pour le court terme. C'est le court terme. Et l'agroclimatologie, c'est le long terme. C'est-à-dire qu'on va regarder des décisions plutôt socio-économiques et politiques qui ne font pas intervenir que l'agriculteur, mais également la politique. Et donc, en gros, est-ce qu'on aura ici, au Mont Aigoual, toujours du pâturage? Est-ce qu'on aura des estives qui seront aux mêmes dates? Est-ce que ça va évoluer? Est-ce qu'il y aura peut-être de l'huile d'olive beaucoup plus fréquente en plaine ou peut-être du kaki? Comment développer cette filière? Comment l'intégrer dans le parc régional des Cévennes? Ou tout simplement, est-ce que comme vous le voyez derrière, ici c'est la Lozère, beaucoup d'arbres sont en souffrance avec ces canicules et surtout sont morts? Est-ce qu'il va falloir régénérer nos forêts? Comment faire? Quelles essences planter? Donc là, c'est 2040, 2050, 2100. C'est de l'anticipation en réalité. Oui, une vision très long-termiste de ce qui va pouvoir se passer pour nous. Vous êtes nombreux à exercer ce métier en France. Vous êtes combien d'agroclimatologues? Alors, on est pas très nombreux par rapport aux autres corps de métier. Et je dis bonjour à mes collègues d'Avignon,
par exemple, on a Iñaki ou Marie Launay du Mm. côté de l'INRAE, pardon, d'Avignon. On a également quelques personnes à Caen, dans le sud-ouest de la Mm. France. On a au Centre de recherche climatique à Dijon. En fait, souvent, ce sont des personnes qui sont raffiliées à un centre de recherche. Mm. Et l'agroclimatologie ou l'agrométéorologie était souvent et beaucoup trop concentrée entre chercheurs. On discutait entre chercheurs, Ouais. mais c'était pas suffisamment vulgarisé au grand public et Mm. surtout aux agriculteurs qui sont les premiers concernés. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un petit peu le rôle que je me suis donné, c'est que toute cette science que je trouvais passionnante, eh bien, moi, les résultats, j'ai décidé de les transférer aux agriculteurs de la façon la Justement, plus on en factuelle reparlera possible. ça de ta position aussi en avant, en public, à battre le fer, notamment dans des conférences ici au Mont Igual, mais aussi sur les réseaux sociaux. On va revenir. Pourquoi, Serge Zaka, tu as décidé de devenir agro-climatologue? C'est une énorme question, c'est une question de vocation, c'est comme si on demandait... Enfin bref, et pourquoi toi tu es devenu agro-climatologue? Alors, c'est un choix. Déjà. Faut savoir que depuis que je suis jeune, je suis passionné de météorologie. On a dit que j'étais chasseur de rage. D'ailleurs, on n'a pas défini luzerne et fétuque, il faudra le faire. Ah oui, on peut le faire maintenant, juste avant de... Ouais. Alors la luzerne et la fétuque sont des espèces qui vont pousser dans les pâtures, donc Mm. les prairies où vont brouter, on va dire, entre guillemets, les animaux. Ouais. Et la luzerne va apporter beaucoup, par exemple, d'azote, de protéines. La fétuque élevée va apporter d'autres apports alimentaires. Et donc ce sont en fait des végétaux qui poussent dans la prairie. En fait, c'est un peu comme la pelouse. On connaît le pâturin, le ray gras anglais qui sont vraiment la pelouse française qu'on connaît bien. La fétuque élevée, la luzerne sont un petit peu moins dans les pelouses des particuliers, mais plus dans les prairies. Mais ça nourrit les animaux. Et dans le contexte de ma thèse, j'ai travaillé sur l'impact du changement climatique justement sur ces deux espèces-là pour savoir comment allait évoluer le pâturage dans un contexte de changement climatique. Mais ça m'a permis de travailler sur les végétaux en contexte de changement climatique et donc par conséquent avec la modélisation qu'on a fait, donc modélisation c'est pour voir le futur avec des calculateurs, hein, bah, ça m'a permis de comprendre comment les végétaux en général fonctionnent avec le changement climatique et surtout comment la modélisation fonctionne. Puis à la suite de ma thèse, j'ai pu travailler sur la modélisation sur les vaches laitières, sur le blé, le maïs, les arbres fruitiers, le maraîchage, la tomate, la courgette. Donc ma thèse m'a donné la base, on va dire, de la connaissance physiologique, génétique des végétaux et de l'impact du changement climatique. Après, on l'a un peu étalé sur les autres cultures. Oui, justement, alors en arrivant à cette thèse-là, merci pour la définition de la luzerne et de la fétuque. Je suis sûr que ça va intéresser les auditeuristes. Pourquoi s'être relancé dans ce domaine? C'est très très peu connu. Ouais. Alors, l'agroclimatologie, c'est pas tous les jours qu'on entend. C'est ça. Alors, effectivement, moi, c'était un peu une habitude. L'agrométéorologie, ça faisait partie de mon quotidien. Ça faisait partie de mon quotidien. Les chercheurs que je fréquentais à l'INRAE ou à ITK, quand j'étais dans la recherche privée à Montpellier, et tous les jours, on parlait d'agroclimatologie. Et puis après, dans les médias, on voyait les impacts du changement climatique sur l'agriculture. Et ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que ces impacts-là, ils n'étaient pas suffisamment décrits. Ils n'étaient pas expliqués. Et les solutions n'étaient pas proposées. Et parfois même, il y a 5-6 ans, on ne s'intéressait même pas à l'agriculture dans un contexte de canicule. Là, on en parle effectivement beaucoup plus. Mais avant, on n'en parlait pas forcément. Pourquoi, tu penses? Parce que c'était pas assez vulgarisé. Parce que c'était une science qui était concentrée dans les centres de recherche. C'est-à-dire qu'elle ne sortait pas des centres de recherche, des publications scientifiques. Il y a de la recherche d'excellence qui est faite à l'INRA et cette science-là n'était pas partagée avec son public, c'est-à-dire les agriculteurs et puis les consommateurs pour les produits alimentaires. Et donc, je te donne un exemple. En avril 2021, on a eu un gel tardif très important. C'est d'ailleurs la plus grosse catastrophe agricole depuis 1945 jusqu'à 2026 qui pourrait la détrôner avec la sécheresse et les canicules en cours. C'est un moment qui t'a marqué. C'est ça, c'est un moment qui m'a marqué. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec cet épisode de froid, j'ai eu plusieurs appels, notamment du ministre, notamment de cadres de la FNSEA ou d'autres partis agricoles français. Et donc, j'ai eu des appels qui ne comprenaient pas pourquoi le gel pouvait impacter les végétaux dans un contexte de changement climatique. Le problème, c'est que les chercheurs à l'INRAE ont publié des papiers excellents, donnant que la floraison des végétaux était de plus en plus précoce. Et floraison devenant de plus en plus précoce, elle exposait du coup les végétaux de plus en plus fréquemment au gel.
Donc le problème n'était pas le gel d'avril, le problème était la douceur qu'on avait en mars et la douceur qui pouvait provoquer la floraison très précoce. Et on peut se dire, en 2021, c'est assez dingue que le gouvernement, la FNSEA, qui sont quand même des instances, un État, un syndicat qui s'occupe des agriculteurs, demande encore des publications, demande encore de tes conseils en 2021, alors qu'il y a déjà eu des publications scientifiques. C'est un peu tard, non ? C'était pas de mes conseils à moi, parce que moi, à vrai dire, j'étais visible dans les médias, donc ils se sont forcément tournés vers moi. Mais en réalité, j'ai repris les articles scientifiques de mes collègues de l'INRAE qui ont travaillé sur le sujet. Et donc, je ne fais que faire de la transfert d'informations. C'est ce qu'on appelle de la vulgarisation scientifique. Mais j'ai trouvé ça dingue. Mais complètement dingue. En 2021, t'arrives là, t'as fini ta thèse, t'es content, t'es fier de toi, t'as eu ton diplôme et tout. Et t'as fait ça toute ta vie et ça te paraît évident parce que tout le monde lit les articles scientifiques que t'as publiés, que l'INRA a publiés, qui ont été commandés par l'État. Ça a été commandé par l'État. C'est l'INRAE, c'est l'État qui finance l'INRAE. C'est un institut public. Et donc, dans cet institut public qui publie des papiers excellents, ils ne servent à rien, ils ne sont pas lus, ou très peu lus, par les politiques qui les commandent. Et donc c'est là que je me suis dit, attends, soit tu fais de la vulgarisation de l'agrométéo dans ton coin, et tu fais tes articles, tu es content, tu as trouvé des trucs, et personne n'est au courant. Ou soit tu mets entre parenthèses cet aspect, on va dire, scientifique, de publication scientifique, et derrière tu essayes de vulgariser, de transférer l'information, de proposer des solutions, d'expliquer au grand public. Parce que je considère que si on comprend les impacts du changement climatique sur l'agriculture, c'est la première étape pour agir. Si on doit agir par arrêté ministériel ou par nouvelle norme ou nouvelle loi, et qu'on ne comprend pas pourquoi on doit le faire, on n'a pas envie de le faire. Moi, j'explique pourquoi il va falloir anticiper les impacts du changement climatique sur l'agriculture. Justement, on va en parler en ce moment. Donc, on enregistre le 11 août 2026. En ce moment, tu te retrouves propulsé sur le devant de la scène face à la montée des températures. Ouais. Depuis la fin du mois de mai, on a déjà vécu, une jolie guêpe qui s'invite dans cette interview, on a déjà vécu 5 canicules. Depuis le mois de mai, de nombreux records de température ont été battus. Toi, derrière tes écrans, depuis ton cabinet d'études Agroclimat 2050, on en reparlera tout à l'heure, lorsque tu constates les compteurs qui s'affolent, tu te dis ça y est-ce qu'on est déjà dans ce scénario de non-retour ? Est-ce qu'il y a eu une accélération ou alors on le savait ? Qu'est-ce que tu en penses là, quand tu vois ça là ? J'aimerais bien un regard global. Alors, on est en plein dedans là. Un scénario de non-retour a une signification en science. Ouais. Par exemple, dans un contexte de changement climatique, c'est-à-dire qu'on ne retournera pas à un climat passé. Alors, ça dépend de l'échelle de temps qu'on regarde. À l'échelle humaine, non. Il n'y a pas de scénario de retour, parce qu'à l'échelle humaine, ça va continuer à se réchauffer. On ne verra pas un retour dans notre cadre de notre propre vie à un climat qu'on avait dans les années 90 ou 70. Donc, on peut parler de scénario de non-retour à l'échelle humaine. Par contre, à l'échelle de siècle, si on limite les gaz à effet de serre, qu'on les restocke dans les végétaux ou dans l'agriculture ou dans le sol, eh bien ça permettra de revenir à un climat, mais ça prendra des siècles, peut-être même des millénaires, je me trompe peut-être, c'est le boulot de climatologue, mais en tout cas des siècles, ça c'est sûr. Le scénario de non-retour, par contre, pour les écosystèmes, il se voit sur un temps beaucoup plus court. Là, on est en 2026 sur un scénario de non-retour. C'est-à-dire que pour un arbre, une forêt, un scénario de non-retour, c'est quand un arbre meurt, par exemple. Quand l'arbre il est mort, il faudra peut-être 70 ans pour qu'il revienne à l'état initial si le changement climatique s'arrête et qu'on reste dans un climat stable. Donc, là, sur les écosystèmes, on est effectivement dans un scénario de non-retour parce qu'il va falloir encore des centaines d'années pour revenir à un état d'origine et encore. Si ça se voit, on y arrive. C'est ce qu'on appelle la résilience des écosystèmes. Les écosystèmes, quand tu leur donnes un coup de boxe, c'est-à-dire une sécheresse, une canicule, un gel tardif, une tempête, ils vont mettre un certain nombre d'années pour pouvoir retourner à un état initial. C'est la résilience. Et ça, sécheresse de 1976 par exemple, on a eu une très forte sécheresse, on est revenu à un état initial dans les années 80, parce qu'il y a eu plusieurs années pour qu'on revienne à un état initial. La vague de froid de 1956, elle a détruit pas mal d'arbres, notamment dû au froid, les oliviers par exemple. On est revenu à un état initial pour les écosystèmes. Pour l'agriculture, on n'est pas revenu parce que beaucoup d'oliviers sont morts et ils étaient parfois plus centenaires. Là, sur la sécheresse de 2026, on est dans un cas de non-retour pour les forêts.
C'est-à-dire que quand vous voyez ici les patchs de mortalité, il y a des patchs marrons, on les voit peut-être pas, mais des Donc patchs c'est marrons. ça, c'est les taches blanches qui se découpent dans le paysage C'est ça. vert. Hein. C'est ça, c'est des taches C'est ce marrons qu'on qui peut se voir découpent derrière nous déjà. dans le paysage vert. Là, on est sur un point de non-retour. C'est une mortalité forestière. Donc, les essences qui ne sont pas adaptées au changement climatique sont en train de mourir dans ces forêts-là. Et il va falloir soit plusieurs dizaines d'années pour revenir avec les mêmes essences à la même taille, à la taille adulte. Mais dans ce contexte de changement climatique, le changement climatique s'accentuant, en fait, c'est pas les mêmes essences qui vont reprendre. C'est soit des essences différentes, venant de plus bas en altitude ou du sud, ou soit des essences qui, en tout cas des essences qui seront adaptées au climat futur. Mais ce ne sera pas les essences passées, parce que le jeune arbre, avec ses petites racines très sensibles à la sécheresse, il ne va pas reprendre. Donc on sera sur un état qui ne sera pas un état d'origine, mais un état de modification. C'est pas dans quel état on va vraiment dans les forêts. Donc on ne revient pas à un état en arrière. Donc c'est un point de non-retour. C'est un point de non-retour pour nos forêts et pour les agriculteurs également au niveau économique. Ils ne peuvent pas faire face à la sécheresse de 2026. Donc là, oui, on est sur un point de non-retour qui est un dû économique. On ne peut pas y faire face. On se le disait juste avant l'interview, tu parlais de chez toi où tu testais des différentes essences d'arbres, notamment le kaki. Est-ce que tu peux nous en parler? Apparemment, il y a 52 arbres chez Serge Zaka, si vous vous promenez à côté du Mont Igual. Il y a 53 arbres. 53 arbres. Et encore, j'en ai peut-être 2 ou 3 qui sont morts en 2026, malheureusement. Alors même pour un agroclimatologue, malheureusement, on ne peut pas être un magicien, même des arbres meurent. Clairement. Alors, j'ai planté des arbres qui sont adaptés au changement climatique, qui ne sont pas adaptés au changement climatique, et des espèces qui sont locales, donc du Languedoc-Roussillon. Des oliviers, des kakis, un noyer, des cerisiers, des figuiers, des poiriers, des pommiers, des mûriers. Mûrier, l'arbre, le mûrier de Murcie, et des mûriers aussi en ronces. J'ai presque 300 plants de potager aussi, des tomates de plusieurs variétés, de plusieurs pays aussi. Des melons, des pastèques, des oignons, j'en ai récolté d'ailleurs presque 300 à la sortie de l'hiver, c'était l'enfer. J'ai une serre aussi où je produis. Bref, donc dans ce contexte-là, moi mon objectif c'est de planter des arbres et de voir comment ils évoluent. Il y a aussi les orangers, les clémentines, les citrons. Un vrai petit paradis en fait. Il y a un nombre incalculable d'arbres. Et mon objectif c'est de les étudier, de voir comment ils poussent. Tu prends un exemple hyper intéressant. Là, il n'y a pas eu beaucoup d'eau cet été. J'ai dû, avec les réserves d'eau, arroser malheureusement mes arbres, et presque tous les jours d'ailleurs. Les citronniers, les clémentiniers, les orangers ont pris presque 1 mètre pendant ces 4 canicules. Non mais ils ont grandi d'1 mètre. C'est énorme. C'est énorme. Le kaki a aussi grandi un peu moins. Il a peut-être pris des branches de 20 cm. Le pommier, le poirier, le cerisier, tous ces arbres qu'on connaît de France, du nord de la France, et qu'on a l'habitude de voir en France, ils n'ont pas poussé. Ils n'ont pas pris une feuille. Ils sont en pause estivale. Ça veut dire que leur vitesse de croissance par rapport à des étés chauds est nulle. Et donc, ils ne sont pas adaptés à ces étés chauds. Ils ont même eu des feuilles qui ont brûlé et ils les ont perdues. J'ai un pommier qui est mort d'ailleurs. Et donc, au final, c'est là où on voit la différence entre les espèces. Moi, mon objectif, c'est de voir dans le Languedoc-Roussillon, dans un contexte d'été chaud, qu'est-ce qui s'adapte. Qu'est-ce qui s'adapte et est-ce qu'on peut le globaliser, c'est-à-dire est-ce qu'on peut en rendre économiquement viable. Des clémentiniers par exemple, les clémentines de Nîmes, les oranges peut-être à 7, peut-être des citronniers du côté de Narbonne. Mon objectif c'est de comprendre le futur, de l'anticiper et de faire de la cartographie de où est-ce qu'on peut planter quoi à partir de quand. Et pour essayer de tenter de convaincre les acteurs du monde agricole, il y a forcément cette part économique. Dire que sur le long terme, changer d'essence, changer peut-être de manière de produire, ça a un impact positif sur la finance future du monde agricole, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, en fait. C'est très problématique ce que tu viens de dire, parce qu'il y a du court terme, du long terme qui est mélangé. Et malheureusement, ces évolutions, on va dire, de filière. La filière, c'est tout ce qui est production, consommation, transformation, transport, consommation, enfin bref, tout de la fourche à la fourchette, quoi. Ces filières sont implantées sur des terroirs français et en font la fierté. Tu retrouves par exemple l'AOC pomme du Limousin, beaucoup d'AOP, beaucoup les d'AOC citrons de en France. Menton. Tu trouves le Roquefort ici, pas très loin, sur les plateaux du Larzac, le Camembert en Normandie. Enfin, on a des productions qui ont été fine-tunées, on va dire, c'est-à-dire vraiment précisées sur un terroir avec un climat donné. Le Camembert, tu vas pas le retrouver
à Marseille, parce que les vaches laitières auront trop chaud. À Marseille, on va plutôt trouver de l'huile d'olive, par exemple, ou peut-être quelques vignobles un peu plus au nord, Aix-en-Provence. Mais ceci dit, eh bien, chaque production dépend d'un climat donné. Et quand tu te retrouves du coup avec un climat qui évolue, ça veut dire que sur chaque terroir français, ici même en Lozère ou sur le Larzac ou dans le parc national des Cévennes, le climat n'est plus le même. Donc on ne peut plus produire la même chose. Donc il y a deux voies. Soit on continue à faire la même production le maïs par exemple. Je prends l'exemple du maïs, au moins ça va être plus clair. On continue à faire du maïs dans le sud-ouest de la France, en ayant un sol plus vivant, peut-être un peu d'irrigation, avec des limites aussi sur les arrêtés sécheresse, peut-être un peu plus d'arbres, plus de haies pour limiter le vent, l'évaporation, la transpiration, des nouvelles variétés, des nouvelles génétiques aussi pour le maïs, sans parler d'OGM, mais en reproduction sexuée classique en Europe, des nouvelles variétés, plus résistantes aux chaleurs, plus résistantes aux maladies. Voilà. Le problème, c'est que le changement climatique est plus rapide que l'évolution génétique, par exemple, d'une espèce. Il y a une autre voie, c'est je change d'espèce. C'est-à-dire que le maïs, son optimum de croissance, sa température optimale de croissance, c'est 30,8 degrés ou 30,7. L'olivier, c'est 35 degrés. Le sorgho, c'est 34 degrés. Donc, je peux changer d'espèce et donc je gagne 4 degrés, 5 degrés de résistance d'un coup. Mais c'est hyper coûteux et hyper long. C'est-à-dire que là, on résout des problèmes court terme sur le maïs avec donc cette évolution des parcelles, cette évolution de la génétique qui, au bout d'un moment, ça va pas être suffisant. Et résoudre un problème long terme, c'est complètement changer de culture et dans le sud-ouest de la France, ne plus avoir autant de maïs dans les sols peu profonds, peut-être dans les sols profonds qui sont plus résistants à la sécheresse, mais faire remonter peut-être le maïs au nord, où il sera peut-être plus intéressant en Normandie et Nord-Pas-de-Calais notamment. C'est pas une disparition du maïs, c'est une évolution dans sa géographie. Ça coûte de l'argent. Mais ça coûte extrêmement cher, ce sont des milliards d'euros, mais tu te rends pas compte. Y a des maïsiculteurs, par exemple, dans le sud-ouest de la France, là, ils ont commencé à planter des oliviers. Des oliviers. Ouais. C'est-à-dire que toutes les machines qu'ils avaient pour le maïs ne servent plus à rien. Parce que du coup, c'est pas les mêmes machines pour récolter un olivier, ou pour planter un olivier, ou pour travailler avec un olivier. C'est pas la même saisonnalité. Après, le silo du maïs, il est présent, mais par exemple, pour l'olive, pour faire de l'huile d'olive, il faut un moulin. Oui. Et donc, au final, il faut investir dans pas mal de matériel. Et ça, c'est hyper coûteux d'un coup. Par contre, ça t'adapte au changement climatique plus tard. Le problème, c'est que on a tellement pris de retard sur l'adaptation du changement climatique, notamment en termes politiques, que on se retrouve à être dans un engrenage du quotidien, à essayer de résoudre le problème de cette année et ne pas voir ce qui se passera dans 10 ans. Alors que si, sous l'époque de Chirac, on avait commencé à investir dans l'olive, il y a 20 ans, c'est ça, il y a 20 ans, dans le sud-ouest de la France, eh bien, peut-être que progressivement, on aurait investi des milliards, ça aurait fait beaucoup de cumul de milliards, et peut-être développer ces nouvelles filières, au lieu maintenant d'investir des milliards dans des pansements, c'est-à-dire perte de rendement, milliards d'euros, mais ça ne résout pas le problème de pourquoi on a eu ces problèmes de perte de rendement en 2026. Donc on aura du maïs dans le sud-ouest de la France en 2026. Il y aura beaucoup moins de parcelles. Par contre, il va remonter vers le nord et il faut en développer ces filières. On dit le sorgho, par exemple. Le sorgho, il peut... Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le sorgho ? Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache. C'est une céréale, une plante formidable qui pousse très bien dans des contextes secs et chauds. La température optimale du sorgho est de 34,1 degrés. La température optimale du maïs, c'est 30,7 ou 8 degrés. Donc une plante plus adaptée. Plus adaptée aux températures élevées. Le sorgho, dans un contexte où il tombe moins de 400 mm sur la saison, il pousse 30%, il a 30% de moins de perte de rendement, c'est-à-dire qu'il 30% il s'en sort mieux que le maïs. Par contre, dans un contexte humide, le maïs pousse beaucoup plus vite que le sorgho. Il produit mieux. Donc c'est normal que dans un contexte humide, le maïs est plus rentable. Dans un contexte sec, le sorgho va l'être plus, même s'il a des pertes de rendement, mais ces pertes de rendement sont moins en chute forte que le maïs. Le problème du sorgho, c'est qu'il n'a pas la même valeur nutritive pour les animaux d'élevage. Il n'a pas aussi les mêmes résistances. Il n'a pas aux maladies, par exemple. Il n'a pas exactement le même cahier de charge, les mêmes dates de plantation, etc. Donc au final, et la même génétique. Au final, quand on veut passer un sorgho, on ne fait pas en claquant des doigts. On ne va pas s'amuser à planter un sorgho, j'enlève le maïs, je mets du sorgho. Parce qu'il va être moins productif, la génétique est moins avancée et on ne sait pas encore faire les pâtes, on ne les consomme pas en oui, c'est ça. Moi, la bière, je pense que le grand public ne connaît pas encore le sorgho. La farine de sorgho, c'est très africain. Et on n'a pas de filière développée. Personne ne va l'acheter en grosse quantité si tout le monde s'y met. Et autre point,
bah, il va peut-être falloir qu'on voit le long terme. C'est-à-dire que le sorgho, si on veut l'implanter sur un territoire, il va falloir 10 ans, 15 ans d'amélioration génétique, de reproduction sexuée. Ça se fait pas en 3 minutes, ça se fait en des années et des années. Et donc d'investir dans le sorgho, c'est diminuer l'investissement dans le maïs, le transférer vers le sorgho, le kaki, l'olive, la cacahuète, la pistache, la patate douce, d'autres cultures, quoi, pour en améliorer la génétique et en améliorer aussi la consommation au niveau française et la démocratisation. Et ça, c'est des dizaines d'années. Donc si je résume un petit peu, on a les outils, on a les moyens, on a les données scientifiques pour changer, s'adapter au réchauffement climatique. Encore faut-il une volonté politique. Elle est là, la volonté politique? Elle est nécessaire de toute façon? C'est dur cette question. Hein. C'est dur parce que... Est-ce qu'en 2027, la présidentielle approche, est-ce que ça va être un sujet J'espère que ça va être un sujet, je les attends en tournant. Hein. Mais non, j'ai envie de dire non. Là, j'ai envie de dire non. La volonté politique n'y est pas. Parce qu'une vraie volonté politique, prenons si par exemple, moi j'étais ministre de l'Agriculture demain, c'est pas mon envie, mais si par exemple je devais être ministre de l'Agriculture, une vraie politique sur le sol, un sol vivant, un sol moins labouré ou peu labouré ou pas labouré, des légumineuses dans les parcelles, enfin en gros le sol par rapport au changement climatique c'est une solution formidable, c'est là où tu as l'eau. Donc si tu as un sol vivant qui retient mieux l'eau, c'est un sol qui va permettre du coup de mieux stocker cette eau, de mieux la restituer, de gérer les excès et les déficits d'eau. Et dans un contexte de changement climatique, on aura les deux, des excès et des déficits. Une politique nationale sur le sol soutenue par l'État, puisque quand tu as des transitions sur le sol, tu as 2 à 7 ans de perte de rendement. Donc c'est difficile pour un agriculteur d'avoir 2 à 7 ans de perte de rendement. Ensuite, premier point. Deuxième point, des filières adaptées au climat. En gros, on modifie la géographie de production de toute la France pour que, enfin, on ait de nouveau des cultures qui soient parfaitement adaptées au climat présent et futur. Et donc ça, ces 2 points-là, juste ces 2 points-là, ça demande des milliards et des milliards d'euros. C'est un désinvestissement massif par rapport à ça et ça demande du long terme. Le problème, c'est que la politique actuelle a besoin de résultats court terme pour des raisons électoralistes personnel à chaque président qui va être élu. Il veut des résultats court terme pour les élections, pour avoir de nouvelles voix aux prochaines élections. Et donc si je vous dis d'investir dans le sol et les nouvelles filières, c'est des choses qui durent 2 à 7 ans pour le sol et presque 15 à 30 ans pour les filières. Il n'y a pas de retour sur investissement court terme et ça n'intéresse pas les politiques. Le temps climatique n'est pas du tout le même que le temps politique. Et donc, c'est pour ça que tu vas sur le devant de la scène pour expliquer ce temps-là, ce temps long, ce temps qui n'est pas celui du court-termiste, celui des élections. J'ai dit que tu te retrouvais sur le devant de la scène à cause de la canicule. Tu te retrouves aussi devant de la scène parce que tu l'as choisi. Tu viens du monde de la recherche. C'est un monde assez codifié, assez confiné, dans lequel les places sont chères. Et un peu à contre-courant, si j'ose dire, toi, tu as décidé de vulgariser ton travail, de le défendre, de t'adresser au grand public sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn. Tu parles de météo et de climat. Pourquoi tu as fait ce choix alors ? J'aime pas que mon métier n'a pas de sens. C'est-à-dire que quand en 2021, je te disais personne n'a lu les articles scientifiques de mes collègues, mais j'ai trouvé ça nul. J'ai qu'une vie sur Terre. Je suis pas là pour faire des articles et que ça reste dans un tiroir. Je veux faire changer les choses au niveau politique, je veux vulgariser, je veux que le grand public comprenne les enjeux. Parce qu'on a un enjeu aussi presque de souveraineté alimentaire. On a un enjeu de paysage aussi par rapport aux forêts. C'est-à-dire que s'il n'y a personne qui parle de ces problématiques-là en termes chiffrés, en termes scientifiques, derrière, on n'aura pas forcément les bonnes réactions au niveau politique. Et j'ai pas envie que mes enfants, dans un monde futur, ont des filières françaises à l'agonie au niveau agricole, des forêts en lambeaux qui partent en feu. Donc il y a presque à la fois, c'est que cette passion qui était la météo et l'agriculture depuis que j'étais jeune, elle s'est transférée en vocation de changement. J'ai pris toute cette énergie de la passion et je l'ai transférée sur le changement. Est-ce que c'est aussi une envie de combattre les climato-sceptiques ? Il y en a de plus en plus, on en parle. Par exemple, outre-Atlantique, on a des dirigeants qui livrent un véritable combat face aux scientifiques. On coupe des subventions. Est-ce qu'en France, c'est à peu près le même cas ? Est-ce que tu te sens encore audible en France ? Est-ce que la place du scientifique en France, elle est plus forte que celle dont on peut s'apercevoir outre-Atlantique ? Est-ce que tu te sens écouté dans le débat public ? Alors je me sens écouté, oui, dans le débat public. De plus en plus de monde m'invite, justement de politique aussi, m'invite pour discuter de ces changements-là.
Après, il faudra faire attention à ne pas instrumentaliser mon image pour faire semblant de faire de l'écologie. Ça aussi, j'y fais attention. Et je me sens beaucoup plus écouté qu'en Amérique. Mon objectif, c'est justement de ne pas arriver comme l'Amérique. En fait, cette chute de l'intelligence humaine, parce que c'est ce que je remarque de plus en plus, cette chute de l'intelligence humaine où les scientifiques deviennent presque quelque chose d'optionnel qu'on met de côté, ça, c'est ce que je travaille pour que j'essaye de l'éviter. Pour éviter qu'on ait un président ou une présidente d'ailleurs qui, au sein de l'Élysée, soit des propos climato-sceptiques et anti aussi écologie. Donc il y a un rôle aussi dans ce que je fais, un rôle politique, mais sans vraiment viser de parti politique. Mais c'est vraiment de donner les clés à tous les politiques présents en France pour avoir la même base de connaissances sur la forêt et l'agriculture par rapport à l'adaptation au changement climatique. Parce que ce soit l'extrême droite, l'extrême gauche, le centre, la droite ou la gauche, si on a des politiques au pouvoir à venir dans les prochaines élections, dans tous les cas, les enjeux d'alimentation et de climat sont apolitiques. Ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que si on a un parti politique qui manipule les données scientifiques, qui manipule les opinions d'ailleurs par rapport au changement climatique pour attirer des voix, ça ne fonctionne pas. Plusieurs fois, l'extrême droite a été notamment épinglé sur ces questions-là. Mais tout à fait. D'avoir d'ailleurs, je les ai très nombreuses fois épinglés sur les réseaux sociaux et de très nombreuses fois. C'est pour l'instant l'un des seuls partis, peut-être parfois avec les Républicains, que Bruno Retailleau a eu aussi des sorties là sur Twitter climato-sceptiques. C'est contre ça que tu te bats ? Bien sûr. C'est-à-dire que le climat est une science. Le climat, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser pour gagner des élections. C'est-à-dire que quand Bruno Retailleau commence à sortir des choses climato-sceptiques, ou quand l'extrême droite parle d'écologie punitive, ou quand l'extrême droite parle de solutions miracles par rapport au changement climatique, voire même réfute le changement climatique et la place de l'homme dans ce contexte de changement climatique. Et on a de très nombreux exemples à droite, on en a dans les autres partis politiques, mais en tout cas à droite c'est très représenté à l'extrême droite également. Eh bien mon objectif est de dire non, le climat n'est pas quelque chose pour gagner des élections ou gagner des voix, c'est-à-dire faire du populisme et raconter n'importe quoi pour gagner des voix. Non, le climat est une science et quel que soit le parti politique, que ce soit l'alimentation, l'agriculture ou le climat, tout le monde doit travailler dessus, il en va de l'avenir de nos enfants. Le but du politique, c'est de préparer l'avenir. C'est pas juste de mentir sur l'avenir pour pouvoir régner sur le présent, mais ne pas voir les choses arriver. Je peux te dire que d'ici 30 ans, 40 ans, on devra rendre des comptes aux politiques actuelles, élus ou non, par rapport à certains propos qui ressortiront dans les médias. Dans 30 ou 40 ans, on dira mais comment ils ont pu dire des choses aussi stupides par rapport au changement climatique ? Quand on t'écoute là, Serge Zaka, on a l'impression qu'il y a peut-être une volonté de partir en politique, d'en faire ? Alors, il y a un vrai danger dans la politique. C'est que je considère que faire de la politique en France, en tout cas être ministre ou représenter certains Français, c'est presque devenu négatif. Tellement qu'on ne sait pas où on va, tellement qu'on voit les choses à court terme, tellement que les choses ne sont pas cohérentes au niveau scientifique. Et pour moi, en tant que scientifique, aller en politique, c'est presque griller des cartes. La politique n'est presque plus là pour écouter les scientifiques, j'ai l'impression. Or moi, j'ai peut-être un esprit un peu trop cartésien, un peu trop chiffré, et je prends beaucoup à cœur les choses. Et c'est-à-dire que pour pouvoir faire de la politique, il faut que je puisse mettre de côté certaines convictions chiffrées, certains chiffres, et ça c'est hors de question. Si un jour je fais de la politique, ce qui n'est pas encore prévu dans mon parcours, si un jour je fais de la politique, ce sera une politique scientifique. Donc la porte n'est pas fermée. La porte n'est pas fermée. Ah oui, d'accord. La porte n'est pas fermée. Donc on pourrait voir des partis politiques t'appeler, hors te de question dire... qu'un parti politique me parle, je serai apolitique. Je ne veux pas avoir une étiquette de gauche ou de droite parce que je considère que le climat et l'alimentation, c'est pas de gauche ou de droite. Et cette espèce de combat qu'on a en France entre la gauche et la droite, ça nous fait perdre du temps. Ça nous fait perdre du temps. Parce qu'on passe plus notre temps en politique à défendre des égos, à mettre notre ego en avant par rapport à une confrontation droite-gauche qu'à résoudre le problème des Français.
la politique française est devenue personnelle, c'est-à-dire que c'est une évolution presque personnelle, en tout cas au niveau national. Au niveau local, il y a des politiques formidables comme ici, où on peut avoir des projets alimentaires territoriaux qui sont formidables. Par contre, au niveau national, c'est plus une évolution personnelle. Par exemple, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment accéder au pouvoir pour des raisons personnelles, plus que dans l'intérêt des Français. C'est la sensation que j'ai. On peut me contredire, on peut dire l'inverse, mais c'est la sensation que j'ai quand ça fait je ne sais combien d'élections ou 30 ans dans la vie politique qu'on essaye de faire des choses mais qu'on n'arrive pas forcément. Il y a un moment, il faut peut-être laisser la place à un renouveau. En gros, moi j'ai plus confiance en la politique. Voilà. Donc quand on me dit est-ce qu'il faut que je me lance dans la politique, dans l'état actuel de la politique française, non. J'ai pas envie. Bon, je suis sûr que les auditeuristes rêveront que tu te lances, ou en tout cas que tu donnes une orientation en politique. On va, si tu veux bien, Serge, revenir un petit peu sur l'agroclimatologie. L'État français, ça y est, c'est fait. On prévoit une hausse de 2,7 degrés en 2050, plus 4 degrés en 2100. Qu'est-ce qu'on va manger en 2050 sous 2,7 degrés? Et encore, ça va peut-être s'accentuer. 4 degrés en 2100. C'est quoi l'assiette de demain là? Est-ce que tu peux nous faire un repas équilibré et complet de l'assiette qu'on va avoir en 2050 et en 2100? Tout dépend des décisions politiques qu'on a prises maintenant. Mais alors, dans le meilleur des mondes, que dans le meilleur des mondes, où on a adapté la saisonnalité, la biogéographie, donc les filières, la géographie des filières, le sol, qu'on a beaucoup plus d'écosystèmes vivants qui permettent d'être plus résilients face au changement climatique, éventuellement une meilleure génétique par rapport à l'adaptation et éventuellement de l'irrigation, là où les nappes phréatiques peuvent le supporter, avec bien sûr une évolution agricole en même temps que l'évolution de l'irrigation. Dans ce meilleur des mondes, et je peux te continuer la liste, on peut avoir encore une dizaine de points d'adaptation au changement climatique. Donc dans ce meilleur des mondes, qu'est-ce qu'on pourra manger en France? Alors, la pomme, la poire remontent en altitude et se déplacent vers le nord de la France, le nord-est de la France. Donc on aura des pommes, des poires, mais on n'aura plus de pommes de poire dans le sud de la France. Il fera trop chaud en été. La pomme et la poire sont moi j'appelle ça des fruits d'été. Ils vont rester tout l'été dans l'arbre et il y aura trop de risques de brûlure foliaire ou de brûlure sur le fruit. On aura beaucoup plus d'abricots, de pêche plate, par exemple, parce que ça, c'est des fruits que j'appelle des fruits de printemps. C'est-à-dire que pour l'abricot, on va le récolter avant l'été, donc il évite les canicules et les sécheresses. Et puis la pêche également un peu plus au début ou au milieu de l'été. Donc au final, on aura de plus en plus de fruits de printemps qui vont remonter par le sud. L'abricot et la pêche pourraient remplacer d'ailleurs la pomme et la poire dans certains coins, notamment la vallée, le centre Val-de-Loire. Attention, ne pas le faire trop tôt parce que l'abricot et la pêche fleurissent plus tôt et donc risquent de geler en avril. C'est déjà les conseils pour les agriculteurs de 2050. Attention. Donc au niveau fruits et légumes, on aura des fruits beaucoup plus espagnols et dès l'arrivée de nouvelles choses. C'est ça qui est intéressant. Plus d'huile d'olive, plus de kaki, l'annone également, donc des fruits qu'on ne connaît pas forcément en France. Au niveau du maraîchage, beaucoup plus de patates douces par exemple, des cultures plus adapté à la chaleur, le gombo aussi, qui est très intéressant, c'est un légume africain. Donc on aura des choses en été. Par contre, en hiver, il faut savoir qu'on va plus produire. Ça, c'est paradoxal. Il faut savoir tirer les bonnes choses. On va plus produire en hiver. Là, c'est ce qu'on est en train de dire, alors qu'il va faire plus chaud. Alors, pourquoi? En fait, c'est qu'en hiver, tu auras moins de risque de gel et tu auras des températures qui seront beaucoup plus douces. C'est-à-dire que dans le sud de la France, ici, dans le parc national des Cévennes, notamment en plaine, on pourra notamment produire beaucoup plus de salades, de chou-fleurs, de carottes, de poireaux, donc ce qu'on appelle les légumes du potage. Par contre, en été, ici dans les plaines, on pourra beaucoup moins produire les fruits de la ratatouille. C'est-à-dire la tomate, qui est un fruit à l'origine, l'aubergine, la courgette, l'oignon s'en sort plutôt pas mal en termes de température. Voilà. Donc c'est une saisonnalité qui évolue pour les légumes. Donc en fait ça va là, quand on t'entend. Alors oui, mais ça c'est dans le monde parfait où on a mis des milliards d'euros, des dizaines de milliards, même des centaines de milliards d'euros d'adaptation. Donc oui, ça va, c'est dans le monde idéal que tu me proposes. Par contre, en été, on aura des difficultés notamment de plus en plus importantes par rapport aux légumes de ratatouille qui pousseront de moins en moins bien. Et peut-être dans le nord de la France, la Bretagne, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, beaucoup plus de tomates, de melons. Ça, c'était pour les légumes. Ouais, voilà. Qu'en est-il de la viande, tiens, juste pour parler un peu de la viande. Et après, je parlerai des céréales aussi. Et après, on parlera des céréales. Parce que les céréales, c'est important sur la géopolitique. Pour la viande, il y a deux voies.
C'est quand même la filière la plus polluante, hein, on le sait aujourd'hui. Ça a été 50% des gaz à effet de serre, peut-être 49%, 51%, enfin autour des 50%. Donc c'est une grosse part de la pollution aujourd'hui. De la pollution agricole. Donc l'agriculture fait 19% des gaz à effet de serre au niveau français. Dans ces 19%, la moitié, c'est notamment le méthane dû aux animaux d'élevage et aux terres agricoles qu'ils vont utiliser pour pouvoir les nourrir. Donc c'est à peu près 9% des gaz à effet de serre français viennent de la viande. C'est beaucoup. Hein. C'est énorme. C'est beaucoup quand on voit aussi les avions qui représentent dans à peu près les mêmes chiffres, on va dire, que je ne connais pas par Juste cœur. pour donner d'autres chiffres, hein, c'est quand même 210 000 exploitations aujourd'hui, 19 millions de têtes de bétail. Ouais. C'est énorme. Ouais. Voilà. Donc qu'en est-il de la viande ? Et c'est là où le consommateur intervient dans l'équation. Parce que pour l'instant, on a beaucoup parlé des agriculteurs, des politiques. C'est-à-dire que dans un contexte de changement climatique, il est hors de question qu'on mange autant de viande. On mange beaucoup trop de viande dans les pays développés notamment. On en mange 3 fois trop. C'est marrant parce qu'on tombe toujours sur le même chiffre. Au niveau nutritionniste, on mange 3 fois trop de viande. On n'a pas besoin d'en manger autant par rapport à nos besoins nutritionnels. Au niveau des climatologues, ils vont vous dire on mange 3 fois trop de viande par rapport aux émissions de gaz à effet de serre et notamment les objectifs de l'accord de Paris. Moi, en tant qu'agroclimatologue, je vous dis également qu'on mange 3 fois trop de viande. Et donc, on peut proposer 2 solutions qui dépendent du consommateur. Je ne peux pas être derrière tous les consommateurs et leur dire qu'est-ce qu'il faut faire. Surtout au niveau alimentaire, c'est très personnel. Donc, vous avez la voie la plus intéressante, c'est de ne plus manger de viande ou des œufs ou des yaourts, le lait. Et là, c'est 10 fois moins de gaz à effet de serre, c'est clair et net. Donc, les œufs, le lait, ou pas du tout d'œufs et de lait. Manger peut-être que des produits à base non animale. Et donc là, c'est 10 fois moins de gaz à effet de serre. C'est chiffré, c'est clair, c'est dans le rapport du GIEC, c'est 10 fois moins de gaz à effet de serre. Donc l'une des solutions va être d'aller sur un régime beaucoup plus végétarien. Mais beaucoup de personnes ne souhaitent pas ou n'arrivent pas ou ne veulent pas, je ne sais pas comment l'expliquer, séparer de la viande. Se séparer de la viande. En tout cas, dans le cadre des personnes qui sont plus âgées, les plus jeunes, on peut travailler dessus sur la réduction de la viande. C'est plus facile de changer l'alimentation des plus jeunes que de changer l'alimentation établie d'un adulte. Et donc, pour ces personnes qui veulent manger de la viande, je ne vais pas derrière eux à les blâmer. J'en suis également un, je mange de la viande. Oui, toi-même, tu manges un peu de viande. Je mange un peu de viande, oui. Et c'est-à-dire que derrière, mon objectif va être de travailler sur quel type de viande manger pour réduire les gaz à effet de serre. Donc, tu as le porc, tu as le poulet, notamment pour l'œuf et le jambon, on va dire, pour faire simple. Le problème, c'est qu'en termes éthiques, on a également, ce sont des bâtiments d'élevage et qui, parfois, dans les personnes qui veulent réduire la viande, ne les intéresse pas de manger des animaux en bâtiment d'élevage. Alors, dans ce cas-là, on peut se tourner vers ce qui est à l'extérieur. Il y a par exemple l'ovin, le caprin ou la vache ou le bœuf. Et donc là, le but, ça va être de trouver la façon de produire qui émet le moins de méthane, le moins de gaz à effet de serre. Par exemple, ici, sur l'Aubrac ou sur le Larzac, ils sont en pâture. Et donc ça, c'est une façon qui va limiter les gaz à effet de serre parce que l'herbe stocke du carbone. Et puis, on n'a pas forcément besoin de maïs pour pouvoir les nourrir, sauf en cas de sécheresse extrême. Donc, deux voies. Soit devenir végétarien, c'est la meilleure des voies par rapport aux gaz à effet de serre. Soit, si on veut continuer à manger la viande, la manger beaucoup moins, 3 fois moins, mais beaucoup mieux. Et dans ce cas-là, quand je dis beaucoup mieux, c'est l'acheter français. Donc si vous voulez manger de la viande, achetez-la française et en manger 3 fois moins. Avant de venir sur les céréales en 2050, en fait, est-ce que ça marche le manger local, le circuit court, le manger bio ? Est-ce que ça marche ça aussi ? Est-ce que ce sont des manières d'agir en tant que consommateur pour moins polluer ? Est-ce que c'est vrai ? C'est des questions que je me suis beaucoup posées aussi et j'essaie d'y répondre en lisant des articles scientifiques justement sur le sujet. Voilà. Alors le manger local, et je suis tombé de ma chaise en lisant, et c'était pas seulement un article, c'est tous les articles scientifiques qui disent la même chose. Le manger local n'est pas forcément meilleur pour le climat, c'est paradoxal. Parce que ce qui émet le plus de gaz à effet de serre, c'est pas le transport des aliments, c'est la façon de produire. C'est-à-dire qu'on peut manger local dans une production très industrielle, peut-être peu scrupuleuse des gaz à effet de serre, mais c'est local, ça fait partie du territoire. Et on peut acheter, par exemple, un produit bio, espagnol, avec un sol vivant, un entretien des arbres, peut-être du maraîchage sous arbre, enfin des choses qui stockent plus de carbone. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve donc avec un produit qui va moins émettre de carbone malgré le transport. Parce que le transport est tellement optimisé pour l'alimentaire
qu'il ne va pas émettre trop de gaz à effet de serre. Par contre, si vous voulez manger local, regardez la façon de produire. En Comment gros, on sait ça? l'agroforesterie, c'est souvent sur le packaging. Il faut être curieux avec les aliments, avec il ce faut se qu'on renseigner sur ce qu'on noie. mange, mais même sans m'écouter, hein. Toute personne doit se renseigner sur ce qu'elle mange, comment c'est produit, où c'est produit, etc., etc. Quels sont les additifs. L'alimentation, je rappelle que c'est la base quand même de votre vie. Et si vous n'êtes pas suffisamment renseigné sur ce que vous mangez, c'est que vous n'avez pas compris les enjeux de votre santé. Donc manger local, c'est hyper bon pour l'économie locale, mais c'est pas forcément meilleur pour le climat. Pour que ce soit meilleur pour le climat, toute agriculture qui travaille sur l'arbre, les haies, le sol, ou éventuellement le bio, parce que le bio va émettre moins de gaz à effet de serre par rapport à la production des engrais chimiques. Et nous, on travaille avec les engrais Et des pesticides. organiques. Et les pesticides également, mais c'est surtout les engrais chimiques qui vont émettre des gaz à effet de serre pour être produits. Oui. Maintenant, pour venir sur le bio. Le bio, c'est assez paradoxal. Parce que, d'après des articles scientifiques que j'ai pu lire, je ne me rappelle plus exactement les titres, désolé pour les références, mais je sais que au niveau européen, donc c'est même pas au niveau français, c'est au niveau européen, 21% on a 21% de production en moins dans le bio que dans le conventionnel, parce qu'on a moins d'engrais chimiques, ou pas d'engrais chimiques, pardon. On a également moins de moyens de lutte contre les maladies et les insectes. Donc moins 21% de production. Ça veut dire que pour faire la même production, il faut 21% de plus de surface pour faire simple. Et donc, plus de surface, plus d'emprise agricole sur les terres, et donc en fait plus de gaz à effet de serre. Donc pour produire la même 1 kg de bio, on va en moyenne émettre un peu plus de gaz à effet de serre parce qu'on va moins produire par hectare. Par contre, par kilo, ça va être différent. Ensuite, pour aller plus loin quand même dans cette réflexion qui est peut-être un peu basique, le problème c'est que notre société gaspille presque 30% de son alimentation, et c'est même plus sur les fruits et légumes, parce que les fruits et légumes doivent être de la même taille, parce qu'ils doivent être de la même couleur, parce qu'ils doivent être beaux, parce qu'on a confondu le beau et le bon. Oui, ça on l'a dit, manger les légumes moches. Il Ouais. n'y a aucun problème, Ouais. ils vont pas être moins bons. Tout à fait, mais ils ne sont pas forcément vendus. Ils ne sont même pas forcément récoltés d'ailleurs. Donc on peut manger des légumes moches, mais en fait si le gaspillage se fait avant même le magasin, et bah du coup ça va pas résoudre grand chose. Donc si on veut manger, on peut éventuellement avoir une France qui va travailler sur du bio en termes de limitation de gaz à effet de serre. Par contre, il va falloir que la consommation évolue drastiquement. Le bio produisant moins, il faut travailler sur le gaspillage alimentaire pour moins gaspiller, pour continuer à manger à peu près de la même façon. Alors on mange trop, il faudrait réduire notre apport calorique, mais dire que si la consommation n'évolue pas. Mais voilà, donc il faut aller plus loin que le débat du bio, du conventionnel par rapport au gaz à effet de serre par surface, parce que forcément le bio va être défavorisé. Mais il faut aussi travailler sur l'évolution du gaspillage et de la consommation. Donc si je résume bien là pour les auditeuristes qui nous écoutent, il faut absolument regarder comment est produit votre aliment que vous allez acheter, regarder comment il est fait, le sourcer, voir s'il n'est pas trop loin non plus parce qu'il y a quand même un coût du transport. Voilà, il faut vraiment se renseigner sur ce qu'on mange. Est-ce qu'on peut préférer aller dans des boucheries si on aime bien la viande? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il y a une fromagerie? Ça dépend, parce que alors moi je connais des boucheries qui en fait achètent chez des grossistes à Rungis. Ça résout pas le problème, c'est comme si on allait à l'Intermarché. Par contre, notamment, alors moi je connais bien les Cévennes, mais dans les Cévennes il y a énormément de boucheries de viande d'Aubrac faites sur les plateaux de l'Aubrac. Effectivement c'est du local. Si vous voulez acheter de la viande et réduire votre impact, il y a les labels rouges par exemple, les poulets labels rouges du côté de Le Mans, du côté d'Ancenis également. Ces poulets là en fait ils ont à la fois un meilleur respect on va dire du bien-être animal. Il y a l'obligation d'avoir par exemple des arbres dans les parcours pour le stockage du carbone pour le changement climatique, mais également pour la protection de ces animaux par rapport aux canicules. Ils ont accès à l'extérieur d'ailleurs. Donc il y a plein de petits labels comme ça qui permettent de mieux connaître. C'est pas forcément de se jeter sur le moins cher, mais c'est peut-être de mettre quelques centimes de plus, ou d'ailleurs d'avoir une portion plus petite. En fait, c'est vraiment de manger mieux. Il y a dans les Français des personnes qui auront des problématiques notamment alimentaires par rapport à leur pouvoir d'achat. Mais même en dépassant cette idée du pouvoir d'achat, il y a des personnes qui ont tout à fait les moyens de se payer une bonne alimentation, mais qui ne favorisent pas leur alimentation par rapport à un smartphone, un ordinateur. Dans leur arbitrage de pouvoir d'achat, l'alimentation n'est pas suffisamment bien placée, on va dire.
Je vais poser une dernière question là sur l'agroclimatologie. Tu l'as dit tout à l'heure, tu es un peu au centre de plusieurs acteurs. Il y a les syndicats, il y a les politiques. Justement, quand tu vas voir la FNSEA et d'autres syndicats, la FNSEA, je rappelle, c'est la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. C'est le principal et le plus puissant syndicat agricole en France. Qu'est-ce qu'ils en disent? Qu'est-ce qu'ils en pensent de tes publications? Est-ce que le monde agricole est vraiment prêt à ça? Alors j'ai un côté un peu naïf, je l'avoue, parce que j'ai pas forcément une formation politique, moi, et une formation lobbyiste, on va dire. Donc j'ai un côté un peu naïf où j'aime bien parler à tout le monde. Il Sauf, faut, non? je sais pas répondre à la question. Parce que, par exemple, l'extrême droite qui m'a jamais invité, je ne sais pas si en tant que réfugié de guerre, libanais, qui n'a pas peut-être les mêmes valeurs et la même vision que l'extrême droite, je ne sais pas si j'aimerais que ma parole scientifique aille dans ce type de parti politique. Voilà. Donc je ne sais pas s'il faut parler à tout le monde, mais en tout cas, dans la majorité des personnes qui m'ont invité, j'ai dit oui. Et j'y suis allé. De toute façon, les personnes climato-sceptiques ne m'ont pas invité. Par exemple, chez les agriculteurs, on a la coordination rurale, qui est peut-être un parti un peu plus Un violent. syndicat plus à droite, à extrême droite. Voilà, Hein. et qui est plus... En tout cas, il y a plus de climato-sceptiques. Ils ne sont pas tous climato-sceptiques, parce qu'il y en a des personnes très bien qui m'ont parlé. Mais en tout cas, il y a beaucoup de climato-sceptiques et parfois qui sont très virulents avec moi sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai un peu plus de mal à aller accepter des interventions dans des organismes dont une partie de leurs dirigeants, une partie minime de leurs dirigeants, mais c'est quand même une partie de leurs dirigeants, m'insultent et me dénigrent sur les réseaux sociaux. Par contre, on a par exemple la coordination paysanne, donc j'aime pas dire gauche ou droite, mais c'est plutôt à gauche. Plus classé Voilà. à gauche. Hein. Et puis on a la FNSEA plutôt centrale. Plutôt centre-droite. Là, oui, je vais, par exemple, quand ils m'invitent, aller intervenir dans ces institutions-là. Mais je sais pas. Je suis de plus en plus déçu. C'est-à-dire que c'était un peu un côté naïf où je ne connaissais pas vraiment tous ces aspects politiques. Moi, je débarque, je les découvre au fil du temps parce que c'est pas du tout mon domaine, mais j'y allais volontiers au début. Et puis là, quand je vois certains votes à l'Assemblée nationale, où par exemple dans la loi du plomb, on a favorisé la rétention de l'eau. Je ne suis pas contre les retenues d'eau. C'est peut-être paradoxal, je ne suis pas contre les retenues d'eau. Les bassines. Les méga-bassines. Les retenues de substitution, retenues d'eau, méga-bassines, enfin on peut les nommer comme on veut. Moi je ne suis pas contre ces systèmes d'irrigation. Que je suis contre, c'est l'utilisation de l'eau qu'on a derrière. Le fait de stocker l'eau pour irriguer, ça me paraît évident dans un contexte de changement climatique par rapport à l'évapotranspiration et au manque d'eau en été. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette eau. Dans quel système agricole? Est-ce que le système agricole en lui-même évolue? Est-ce qu'on a un stockage de l'eau pour irriguer un maïs qui est implanté ici depuis des dizaines d'années, dont le sol perd de plus en plus de biologie? Ou est-ce qu'on a intégré dans cette irrigation l'obligation d'avoir un sol vivant, peut-être plus de haies, peut-être plus de stockage du carbone, peut-être un peu moins de maïs sur le territoire avec peut-être des espèces plus résistantes aux sécheresses et aux fortes chaleurs. Enfin, c'est que je voudrais qu'on comprenne que le stockage de l'eau ne peut pas se faire sans évolution agricole en parallèle. C'est une erreur. Et je dis pas ça pour embêter les gens, mais je dis ça en prévention, qu'on ne peut pas mettre une solution miracle seule en agriculture, et que c'est la multiplicité des solutions qui fait la réponse au changement climatique. Donc par exemple, quand je vois que la loi du plomb a voté la facilitation, je ne sais pas sous quel format. Tu vois, par exemple, là j'ai envie de dire, c'est incomplet. Et malheureusement, c'est toujours incomplet ce qu'on propose en politique. C'est qu'on a simplifié la substance complexe que la science propose, parce que toute réponse à une question complexe est généralement complexe. Une solution agricole adaptée au changement climatique, c'est pas un miracle, c'est pas j'ai une réserve en eau de nappe phréatique et j'irrigue et puis c'est réglé. Non, c'est pas ça. Et c'est ça que je dénonce, c'est qu'on a simplifié, on a plus ce discours scientifique complexe, nuancé, qui pourrait avoir une solution solide et multi-solution par rapport au changement climatique. Donc en gros, de mettre tous les œufs dans des paniers différents. Et donc là, on met tous les œufs dans ces réserves en eau, et puis on dit, bon, ça va résoudre le problème au changement climatique. Mais non, ça va le résoudre pendant 10 ans, et 10 ans après, on va se retrouver encore face au mur, parce qu'il va falloir travailler sur la génétique, le sol, le paysage en lui-même, l'écoulement de l'eau, beaucoup de choses qui sont plus longues et plus complexes. Donc,
c'est pour ça que je te dis, j'aime bien intervenir dans ces instances parfois politisées. Même Mais la c'est que, FNSEA, du coup. oui, même la FNSEA, mais j'en ressors de plus en plus déçu parce que les solutions qui sont mises en avant par la politique ne sont pas assez complexes, ne vont pas assez loin à mon goût, et on tombe vraiment dans la maladaptation plutôt que l'adaptation à long terme. On l'aura compris, l'appel à la nuance, Serge Jacquat, il appelle aussi à des solutions plus complexes, moins directes, plus adaptées, plus long-termistes face parfois Et moins à des émotives aussi. politiques moins émotives aussi, oui. Moins plus, émotives. Là, il y a une sécheresse scientifiques, 2026, on essaye de pousser les réserves en eau sous l'émotion, quoi. Bah, On non, va, non. on va revenir à tes racines, si c'est pas trop un mauvais jeu de mots par rapport à tout ce qu'on dit et aux plantations. Tu es né au Liban, Serge Jacquat, en 1989. Ouais. 2026, pour toi, ça a été une année particulière, évidemment, car de nouveau, le Liban se retrouve sous les bombes. Qu'est-ce que ça t'a fait de... C'est plus personnel comme question. Oui, d'un coup, là. On est passé de fait, quelque chose de cartésien à quelque chose de plus personnel. Je vais y répondre. C'est pas facile pour moi d'être ici. Et ici, je mange bien. On est bien ici. On a au pied des Cévennes. Et de me dire que toute ma famille, 90% de ma famille, sauf mes parents et mon frère, sont au Liban et n'ont pas la même vie que j'ai ici. Mes parents ont fui la guerre et c'est bien, on est venu ici, mais c'est pas pour autant que je renie mes racines. Et je trouve que c'est un peu une richesse aussi, parce que tu vois, moi je travaille sur l'écologie, la réduction de la consommation de viande notamment. J'ai eu des conversations avec mes cousins sur la viande, sur l'écologie. Ces mots-là, ils ne les entendent jamais. Réduire la consommation de viande, moi ils me disent mais waouh, incroyable, t'es tellement riche que t'es capable de choisir si tu veux plus manger de la viande. Nous on est tellement pauvres que dès qu'on a un peu plus d'argent on achète de la viande. C'est exceptionnel de manger de la viande, c'est quelque chose de pas, on n'en mange pas tous les jours parce que c'est pas qu'on veut pas, c'est parce qu'on n'en a pas les moyens. Donc une certaine forme de richesse, tu vois, de savoir que certains pays, c'est pas qu'ils veulent pas être écolos ou qu'ils polluent, mais c'est qu'ils ont même déjà survivre et manger, ce serait déjà bien au quotidien. Donc ils sont pas à ce stade de réflexion, et ça permet de remettre un peu les choses à plat et d'un peu plus comprendre le monde. Et je remarque de plus en plus qu'on n'a pas du tout les mêmes problèmes politiques en France. On n'a pas du tout les mêmes inquiétudes que les Libanais en fait. Ouais. Et donc ça te permet de prendre du recul et de dire waouh, en fait on est vachement bien en France. Tu as des nouvelles avec ta famille, j'imagine, très régulièrement. J'ai des nouvelles régulières, c'est marrant la façon quand tu dis ça va. Tu sais, quand je te dis ça va, tu vas me dire ouais ça va, je passais un bon week-end et tout, j'étais avec des potes à Arcachon, enfin peut-être pas Arcachon en ce moment, enfin si, allez-y, retournez à Arcachon, justement on en a besoin pour le tourisme. Mais... alors eux ils te disent oui ça va, Inch'Allah je suis encore vivant. Non mais attends, tu t'imagines, tu réponds ça toi en France? C'est la vie, oui. Ouais, je suis encore vivant. Non mais attends, et toutes mes tantes et mes oncles elles me disent ça va, je suis encore vivant. Mais et ils te disent oui parce que du jour au lendemain je peux mourir, donc profitons des instants. Et t'as pas du tout la même vision de la vie quand tu te poses ces questions là que de savoir si par exemple nous en France il y a une grève du RER A et qu'il fait trop chaud dans le bus 56 à Paris. Oui, il n'est pas climatisé. Oui, c'est que enfin waouh, moi j'ai tu vois les deux visions du monde. La vie simple, moi c'est ce que j'essaye de faire. En fait, ici, j'ai une vie simple, sans prétention. La vie simple et juste le fait de vivre, c'est incroyable, tu vois. Alors que d'un côté, je vois une espèce de vie complexe, alors qu'il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit bien, tous les éléments matériels, médicaux. Et on a l'impression de mener une vie plus complexe en France qu'au Liban. Et je trouve ça marrant, en fait, la mise en perspective des problèmes. Alors bien sûr chaque pays a ses problèmes et peut-être que les gens vont me critiquer là-dessus, mais voilà, soyez contents d'être en France, franchement. Au niveau alimentaire, au niveau paysage, au niveau pollution, au niveau santé,
Enfin, vous vous rendez pas compte. Ici, pour toi, je reprends tes mots, c'est la vie simple, parce que en 1989, quand tu es né, tu es né presque sous les bombes aussi. Donc toi aussi, tu as, t'as vécu ça, cette vie sous les bombes. Est-ce que tu as des souvenirs de cette vie-là, de comment vous avez dû fuir avec vos deux parents pour arriver en France et mener cette vie simple que tu chéris aujourd'hui? Bah, j'ai pas forcément de souvenirs de cette période, j'avais 2 ans. Mais je me dis que, tu vois, moi j'ai 37 ans. Et l'état que je suis à 37 ans, ne serait-ce que matériellement parlant, j'ai un toit, quoi. Enfin, j'ai un jardin, j'ai un potager, je produis pour moi-même. À 37 ans, mes parents, c'était pas pareil. Enfin bon. En fait, je leur dois tout. Voilà. Tu vois, les problèmes que moi j'avais en allant au lycée, quand il faisait trop froid, que le bus ne marchait pas, qu'il y avait une grève de bus, ma mère, elle allait dans le bus sous les bombes pour aller faire ses études. Tu vois. Ça te permet de prendre un peu de recul, de te dire est-ce que. Enfin. Est-ce que la vie est faite pour une accumulation de matériel, une accumulation de choses futiles, d'inquiétudes futiles? Le changement climatique n'est pas une inquiétude futile, je tiens à le préciser. Ou est-ce que, ne serait-ce que le fait d'avoir des enfants ou pas, ou d'être heureux en famille, ton coin de jardin, ton petit paradis que tu as fait toi-même, en paix, dès que tu as un problème de santé, tu peux le résoudre, ou pas, mais si c'est grave. Mais voilà, j'essaye de mener une vie simple dans un pays qui est pour moi complexe et qui se complexifie lui-même la tâche. Et de vivre comme mes parents ont vécu, tu vois. À 37 ans, quand ils sont venus, ils avaient quel âge? Tu te rends compte, ils avaient même pas 30 ans. Et ils sont partis de leur pays. Comment ça s'est passé l'adaptation? Ils t'ont raconté ça? Bah, j'ai très peu d'éléments, j'ai l'impression qu'ils me protègent par rapport à ça, tu vois. Quand je suis arrivé en France, je parlais pas français. Enfin, j'étais pas. Je suis français d'adoption, tu vois. Je parlais pas français et ils avaient pas de métier. Mon père a trouvé un boulot de mécanicien, ma mère était infirmière de guerre, donc ils vont recruter rapidement. On en avait besoin de main-d'œuvre à l'époque. C'est plus complexe, j'imagine, maintenant. Et ils font toujours la même chose d'ailleurs. Ils sont toujours au même endroit. Je trouve ça incroyable. Toujours le même métier au même endroit, c'est dingue. Ils ont été très fidèles à l'État français. Ma mère est fonctionnaire et. Enfin, voilà, ce que j'entends parfois dans les médias sur les immigrés, les réfugiés de guerre, enfin, les Français sont un peu durs avec ça. Un discours inaudible pour toi, j'imagine. Quand tes parents ils te décrivent enfant comme un enfant qui est hypnotisé par le ciel. Ouais. Et J'ai commencé pourquoi très tôt. En fait, t'as commencé très tôt. On viendra après sur l'association Infoclimat qui a joué un énorme rôle dans ta vie, mais juste avant ça, même déjà quand tu étais tout jeune, à 5, 6, 7 ans, tu étais hypnotisé par le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé entre Serge et le ciel? Je sais pas. C'est pas banal comme Tu vois, comme passion. j'ai écrit un livre qui s'appelle Orage sur le climat aux éditions HarperCollins. D'ailleurs, si j'aime pas faire du tout la pub pour mon livre. J'allais en faire la promo à la fin de l'interview. Mais dans ce livre-là, en fait, c'est important pour comprendre l'histoire. C'est que j'ai eu plusieurs dizaines d'heures d'interviews avec une personne, Jérémy, qui est le co-auteur du livre, un très bon gars, je le remercie. Et je sais pas, un jour, il m'a dit c'est incroyable quand je te parle, parce qu'un jour, il y avait des bombes qui tombaient dans mon village et j'ai ce souvenir où j'étais entre la vitre et le rideau et je voyais des bombes tomber. Mais j'ai ce souvenir très très vague où je me dis qu'est-ce qui se passe en fait. Et du coup, mes parents sont venus, m'ont pris et on a dû descendre dans l'usine à mouchoirs où j'ai vécu le début de ma jeunesse. Bref. C'est pas facile de parler de ça, j'ai pas l'habitude d'en parler. Je comprends. Ouais, j'avais un landau en carton et avec des petits trous pour pas que les rats rentrent dedans. Enfin, tu vois. Et quand je suis venu en France, on avait plein de normes à respecter pour les lits, pour les enfants. Pour pas... Moi, j'avais un landau en carton avec des roues en plastique. Enfin,
Enfin bon, et du coup, je sais même plus pourquoi je te disais ça. Pourquoi tu étais hypnotisé par le Ouais, sel? ouais. Et donc j'ai ces bombes qui tombaient, donc on est parti dans cette usine à mouchoirs où on se réfugiait en fond de vallée pour pas se prendre des bombes, quoi. Et, euh, et en fait, Jérémy, un jour, je lui ai dit, j'ai un autre souvenir d'une scène, cette fois-ci en France, c'était 3 ans après, où j'étais devant la fenêtre. Je voyais des éclairs tomber, avec du bruit. C'est un peu, le parallèle, c'est lui qui l'a fait, moi je l'avais pas fait. Il me dit, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que tu essaies de Magnifié? magnifier Hmm. ta jeunesse au Liban à ce que tu as vu par les orages. Tu Hmm. vois, que c'est quand même plus agréable de voir des éclairs tomber, que c'est plus beau que des bombes. Et je dis, bah ouais, en fait, quand tu me dis ça, c'est vrai que j'avais pas fait le parallèle, mais il y a peut-être quelque chose là-dedans, tu vois, Donc dans d'inconscient. les orages, tu vas peut-être essayer de magnifier, de rendre plus jolies les bombes que tu as vues, toi, au Liban. C'est ça. Et là, j'ai passé. Enfin, hier soir, Ouais, hier cette soir. nuit, à 6h du matin, j'étais là, je regardais le lever du soleil avec des éclairs qui tombaient. Hmm. C'est quand même beaucoup plus beau en termes de paysage. C'est dingue. Et je pense Hmm. que il y a ça, tu vois. Ça, c'est pour les orages. Par contre, pour la météo en elle-même, la neige, les tempêtes, la pluie, la climatologie, les chiffres, je crois que je suis né pour ça. J'ai pas de. C'est une C'est une vocation, ça vocation. tombe comme ça dessus, là, et J'ai aucune puis raison. J'arrive même pas à trouver des éléments déclencheurs. Je, en fait, je suis né pour ça. c'est dingue. Je suis né pour ça. C'est une chance. Ouais, ouais. Et après, ces connaissances que j'ai eues en climatologie, j'ai décidé de les appliquer à l'agriculture parce que je trouvais que on n'adaptait pas suffisamment bien notre agriculture au changement climatique. Tu te rends compte, j'avais 16 ans. Non, mais c'est... C'était il y a 21 ans que j'ai pensé ça. Et j'ai eu un éclair de génie. C'est-à-dire qu'après, j'ai fait toutes mes études, c'est moi qui ai choisi. C'est moi qui a rempli tous les papiers pour faire toutes les écoles, toutes les prépas. C'est moi qui les a remplis. Là où les jeunes, de plus en plus, ils demandent, ils savent pas trop où ils vont, ils demandent parfois l'aide à leurs parents. Moi, je les ai remplis tout Ça, ça. J'avais c'était déjà une tout obsession. tracé. Une Une obsession. obsession, je voulais être agroclimatologue et Mm. chasseur d'orage. Chasseur d'orage dès que j'avais l'âge de 8 ans, et agroclimatologue, ça arrivait à 16 ans. Alors, peut-être qu'il y a une association qui a beaucoup joué Ouais. dans ta vocation, et en tout cas dans ton obsession pour l'agroclimatologie et la météo, c'est Infoclimat. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Tu y es arrivé en 2002 alors que tu avais 13 ans. Ouais. C'est quoi Infoclimat là, pour le grand public? Et s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui aiment bien la météo, peut-être que ça peut être une bonne porte d'entrée. Ouais, alors infoclimat.fr, c'est l'association des passionnés de météorologie. Mm. Et en fait, quand Internet a été créé, les passionnés un peu comme moi qui étaient un peu isolés, ils se sont regroupés sur une association et ils ont vu que dans d'autres parties de la France, il y avait aussi des gens qui étaient fous d'orage, de neige, qui étaient passionnés de météo. Donc on fédère les passionnés de météorologie et on a le plus grand site français d'observation. Donc on a plus de 1500 stations connectées en C'est énorme. direct. Tout est Mm. gratuit. C'est une association gratuite, on fait de la médiation scientifique. Toutes nos données sont en open, presque toutes nos données sont en open data, on peut les récupérer, faire des articles scientifiques, faire des études sur la forêt. Enfin, l'objectif c'est de démocratiser la donnée et démocratiser la météorologie en France. Donc c'est une association de passionnés. Alors je fais un peu de pub au passage parce qu'on a besoin de fonds. C'est Mm. 19 euros par an, 20 euros par an dans l'adhésion, pardon. Donc c'est un peu plus d'1 euro par mois. Et ça permet de faire vivre le site. Et ça permet, ce site qui est gratuit, qui est diffusé Mm. gratuitement. Donc n'hésitez pas Mm. à adhérer. Donc, Et donc ici c'est au Mont là-bas. Aigoual, là, je suis venu ici Mm. quand j'avais 13 ans. Tu te rends Mm. compte? J'avais 13 ans et avec toute, on fait on appelle ça des rencontres où tous les passionnés des régions se rencontrent pendant une semaine de vacances. Mm. Et ici, je suis venu quand j'avais 13 ans, j'ai découvert ce site, le Mont Aigoual, et depuis je suis tombé amoureux du site, donc je Mm. reviens régulièrement, j'habite au pied. Hein. Et aussi des personnes qui sont Ah dans ouais, ces associations. Je pense à clairement. Laurent, Ouais, qui a été ton mentor, hein. c'est On ça. peut citer son nom. Oui, bien Laurent, sûr. Laurent comment, pardon? Laurent Garcelon. Laurent Garcelon, qui, je l'ai eu au téléphone, qui a dit qu'il était très fier de ce que tu étais devenu et qui a surtout été un mentor qui t'a aidé à lire tes premières cartes. Il m'a dit au téléphone hier que l'élève avait largement dépassé le maître et qu'il était très fier de ce que tu étais devenu. Tu as un mot à lui répondre peut-être à ça, à Laurent? Ouais. Bah, Bah merci. oui, oui. Merci Laurent. Il faut savoir que c'est lui qui a payé la fin de mes études. Parce que mes parents se sont endettés pour faire mes études, pour faire semblant que dans, pour cacher un peu la misère, on va dire, de réfugiés de guerre, on va dire, personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Donc ils se sont beaucoup endettés pour faire mes études sans me le dire. Et la dernière année de ma thèse, c'est Laurent qui me l'a payé. Voilà. Il-
Une belle rencontre. Non, mais une belle rencontre. C'est un peu émotif aujourd'hui. Non, mais tout à fait. Et il m'a dit au téléphone qu'il y avait eu un feeling tout de suite et qu'il avait été très fier de t'amener là où il est, là où tu es aujourd'hui, je veux dire. Et en tout cas, voilà, c'est une rencontre en fait avec ce Laurent. Ouais, bah oui, non, mais il y a des. Tu sais, moi, ma famille est au Liban. En fait, moi, ma famille, c'est un faux climat ici. C'est vraiment entre Dorian, Sébastien. Il y a Ludo là qui est juste en dessous là au Mont Igual qui travaille dans le musée. Il y a Laurent, il y a tout le conseil d'administration, enfin tous ces gens que je connais depuis 20 ans. Non mais attends, ça fait 20 ans la passion nous réunit. Et en fait c'est ma famille. C'est comme si c'était mes frères, sœurs, cousins quoi. Que j'ai pas forcément eu ici en France. Et je me sens bien avec eux parce que on a beaucoup de neuroatypiques, je pense que je le suis également, surtout dans le milieu de la météo, beaucoup d'autistes, beaucoup de bipolaires, beaucoup de TDAH, ou je me rappelle plus trop des noms. TDAH, oui, c'est ça. Ouais, et j'ai pas fait des tests, mais à mon avis, voilà. En fait, on se retrouve, on est bien entre nous, on parle des mêmes choses, on a les mêmes passions, et on a une vocation qui est utile à la société. La vulgarisation du climat, c'est utile à la société pour adapter nos forêts ou l'agriculture au changement climatique. Je veux dire, c'est que cette passion, au début, c'est une passion qu'on avait un petit peu égoïstement parlant. On avait chacun nos petits relevés météo. Je faisais mes relevés météo quand j'avais l'âge de 9 ans. J'ai commencé mes relevés météo à noter le temps qu'il faisait à l'âge de 9 ans. C'est fou cette obsession-là. Et à 10 ans, je faisais des relevés météo toutes les heures, jour et nuit. Je me levais la nuit. Bon, maintenant, je peux plus le faire, je suis trop vieux, mais je me levais la nuit pour regarder le ciel. Je faisais noter le temps qu'il faisait. Et j'ai fait ça pendant 10 ans au moins, et j'ai des classeurs, mais on a tous des classeurs comme ça, les passionnés. Alors, il y en a qui ont des classeurs de posters de joueurs de foot, d'autres de Dragon Ball Z, j'avais aussi. Et donc, toi, c'était les relevés météo. C'est pas banal. Ouais, c'est pas banal. C'est vraiment pas banal. Ici, au Mont Igual, il y a une salle entière d'archives météo où ils ont tous noté le temps qu'ils faisaient. Ouais, c'est pas banal. Et en fait, moi, ça me paraît normal. C'est vrai que j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Là, ma fille, elle a 8 ans. Elle joue aux poupées, au Lego et à tous les jeux qu'on peut jouer à son âge. Moi, à 8 ans, je lisais des livres de thermodynamique et je me mettais à la fenêtre et je notais le temps qu'il faisait. Et c'est là où je remarque qu'en fait, effectivement, ouais, peut-être qu'à mon âge, il y a peut-être un truc. J'étais peut-être pas dans la moyenne. Et après, l'objectif, grâce à mes parents qui m'ont soutenu là-dedans, ça a été que cette passion devienne utile à la société. Tu vois, c'est pour ça que j'aime bien vulgariser. C'est pour ça qu'être dans un centre de recherche à faire des articles scientifiques, ça a du sens. Justement, c'est pas assez de sens pour moi, c'est d'aller dans les médias, de sortir peut-être de la tour d'argent du chercheur. En fait, j'ai toujours fait ça quand j'étais petit et ça n'a pas un aboutissement de vie, tu vois. Félicitations, bravo. C'est pas moi qui veux dire ça, hein, j'ai pas été tout seul. Il y a autre chose qui est pas banale et il se voit, cette chose qui est pas banale, c'est ton chapeau. Je l'ai gardé pour un peu la fin de l'interview et ceux qui nous regardent, ils peuvent l'admirer, ce chapeau. Alors, je me suis un peu renseigné, c'est un Stetson, c'est ça, avec une belle plume de pan. Alors là, il y a même plusieurs plumes. Tu vas nous expliquer lesquelles c'est. C'est quoi? C'est un moyen de se distinguer parmi les scientifiques? Est-ce que c'est un attrape-journaliste? Si c'est un attrape-journaliste, ça marche très très bien. Ça marche plutôt bien, ouais. Non. Pourquoi ce chapeau alors? Je l'avais déjà. Ça fait. Alors, t'as la version off et la version. Alors, c'est quoi la version publique. off? On veut la version off. Allez. Là, je commence par la version publique. C'est un auditeur un jour d'une conférence qui m'a dit je trouve que votre chapeau, c'est ça. T'as un espèce de personnage donc avec ce chapeau et donc le chapeau il relie à la fois la chasse à l'orage, donc les Américains, les cow-boys quoi, les cow-boys pour les vacher, l'agriculture. On va revenir après sur le chasseur d'orage. Ouais. Et puis l'aventure Indiana Jones. Et donc c'est vrai que ça fait un peu aventurier là. Ouais, t'as à la fois les trois et puis après il y a le crocodile Dundee avec les bracelets. Et c'est vrai que ça regroupe toutes mes passions et mes connaissances dans un seul objet. Bon, ça c'est la version politiquement correcte. Bon, la version, on va dire, plus personnelle, qui est juste nulle. La vraie version. On veut la vraie version. Pourquoi Serge Zaquin a un chapeau? Je suis allé au Canada faire un stage obligatoire à l'étranger, donc avec mon école de Dijon.
Je leur dis bonjour d'ailleurs à mes professeurs de Dijon. Et du coup, à l'école d'agronomie de Dijon, on nous envoyait, moi je suis allé au Canada, faire des mesures dans les vins de glace. Les vins de glace, c'est des vins particuliers qu'on récolte très tardivement, très sucrés du côté de l'Ontario, du côté des chutes du Niagara, notamment à Sainte-Catherine où il y a un centre de recherche notamment sur le vin de glace. Ok. Donc je suis allé dans ce centre de recherche et j'étais ouvrier de terrain. Je faisais des mesures de l'indice hydrique des sols, donc plus communément appelé la sécheresse des sols. Et donc à partir de 30 degrés, tous les ouvriers agricoles, qui sont généralement sud-américains, mexicains, eh bien, ont l'obligation de porter un chapeau. D'accord. Moi, j'avais pas de chapeau. Bon, ils m'ont donné un chapeau, ils avaient des chapeaux pour les stagiaires, et j'ai pris un chapeau de cow-boy, un vrai chapeau de cow-boy. Et c'était pas un Stetson, mais c'était un vrai chapeau de cow-boy avec les bords larges qui remontent. Et tu sais, nous, on porte ça en Europe pour les déguisements à Halloween, tu vois, en soirée déguisés. Mais là, là-bas, pour eux, effectivement, vraie dans les utilité. ranchs, ils portaient des chapeaux de cow-boy. On appelait ça un chapeau de travail. C'est pas un chapeau de mode, c'est un chapeau de travail. Et donc, j'ai porté ce chapeau, et ils m'ont dit, ah, mais ça te va trop bien. Et donc, quand je suis rentré du Canada, et je vais te dire un truc après, ça te fait rire. Quand je suis rentré du Canada, quel souvenir, j'ai acheté un chapeau de cow-boy. Parce que on m'a dit que ça m'allait bien et que j'ai porté ce chapeau de cow-boy pendant toute la canicule qu'il y a eu. Et donc, voilà, je voulais un souvenir, je suis revenu avec un chapeau de cow-boy. Et en France, on m'a dit que ça se passait bien. Et je suis revenu avec autre chose. Je suis revenu avec une boîte de Big Mac, une boîte de McDo. Parce que je me suis dit, ça m'a fait penser à l'Amérique, parce qu'effectivement, c'était l'enfer. Au niveau alimentaire, on n'avait pas grand-chose sur le campus, à part que des fast-food. Et j'ai passé mon temps à manger des donuts et des burgers. Et c'était l'enfer. J'étais en Des manque produits de... ultra transformés. ouais. J'étais en manque de petits fromages français et de chocolatine, tu vois. Et donc, au final, ce qui se passe, c'est que je suis revenu avec cette petite boîte. Parce que j'ai remarqué que dans tous les aéroports que j'ai fait pour y aller, en passant par l'Amérique, eh bien, McDonald's avait des burgers différents par pays. Et c'était, vous savez, le Mac Raclette ou le Mac Baguette en France, il n'est pas mondial, c'est juste en France. Et en fait, ils te font manger de la malbouffe pas très équilibrée, et t'as presque l'impression de manger du local. Et donc j'ai trouvé ça vachement intéressant que là-bas il y avait du maïs, il y avait des haricots, il y avait c'est très sud-ouest américain. Il y avait le McCrunch, enfin des trucs. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir comment le marketing de McDonald's dans chaque pays te proposait quelque chose où tu avais l'impression de manger local. En fait, c'était pas vraiment local. Peut-être c'est aussi un marketing, un choix de McDo. Et donc j'ai commencé une collection. J'ai commencé la collection des boîtes McDo à ce moment-là. C'est pas pour promouvoir le burger et puis la malbouffe au sein de la planète, quoi. Mais c'est pour étudier comment, dans chaque pays, tu as l'impression de manger local en allant au McDonald's. Et je suis allé dans plein de pays après autour de la France, parce que je prends pas l'avion. Et mes collègues ont ramené des boîtes, notamment de l'étranger, beaucoup dans les stages à l'étranger qu'on avait à l'école et tout ça. Ils m'ont ramené des trucs, j'en reçois par la poste. Et donc maintenant j'en ai 900, c'est la plus grande collection du monde. 900 ? Mais non, c'est pas vrai. Et quand tu regardes la collection, au niveau alimentaire, c'est hyper intéressant. Tu vois, les burgers qu'ils présentent, le Big Mac, voilà, dans le monde entier. En France, il est bien droit. En Amérique, il est un peu de travers avec plein de sauces qui dégoulinent. Pourtant, c'est la même recette et la même quantité de produits dedans. C'est la présentation du produit. La présentation du produit, les couleurs, les mots choisis. C'est incroyable de voir comment un produit uniformisé ne l'est pas, en fait, au niveau mondial pour te faire manger. Et ça, je trouvais ça intéressant. Donc, avec ce chapeau, j'ai eu cette collection qui est née. Collection qui est en complète désadéquation. Je ne sais pas comment on dit en français. C'est pas cohérent en inadéquation. C'est pas cohérent du tout par rapport à mon métier et mes études. Mais justement, ce que je trouve cohérent, c'est le marketing, d'étudier, de comprendre comment en fait, tu as l'impression de manger local dans chaque pays du monde quand tu vas au fast-food, et ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Il y a autre chose de déraisonnable, on pourrait le penser en tout cas, c'est qu'en tant que scientifique, tu as un chapeau. Est-ce que ça peut te décrédibiliser ? Ah, mais j'en ai rien à foutre de ce que pensent les gens de moi. T'as vu ma tenue ? Comme ça, c'est clair. Non, c'est vrai. Ça fait depuis on pourrait le penser. Ça fait depuis 15 ans que on a l'image du scientifique avec sa blouse blanche, vous voyez, un peu dans son laboratoire. Et toi, c'est vrai que tu détonnes dans ce paysage-là. Mais c'est pas du marketing. Il y a 15 ans, j'étais comme ça.
Tu retrouves des photos de moi il y a 15 ans. Il y en a, ouais. J'étais habillé pareil. C'est juste que je considère que c'est plutôt les gens qui sont en costard qui nous mentent sur les plateaux télé. Et que le costard n'est pas forcément révélateur de l'intelligence. Au contraire, si on a besoin d'être neutre, d'être en costard uniformisé pour qu'on soit représenté dans un milieu social, c'est peut-être qu'on n'a juste rien à dire. C'est peut-être juste que le paraître est dominant par rapport au fond. Moi, je viens habillé comme je suis. Si les gens ils veulent pas m'écouter, ils se foutent de ma gueule par rapport à mon chapeau, comme on peut le voir dans les commentaires de cette vidéo en ce moment où je parle. Mais sachez que j'en ai rien à foutre. Et que ce qui est intéressant, c'est que même si c'est pas volontaire, dans la rue, les gens me reconnaissent. Ils me reconnaissent comme ça. Ils viennent me dire merci. Et là, on était au Mont-Igual tous les deux. Je peux l'attester. Plusieurs personnes sont venues te voir en te remerciant pour ce que tu faisais. Et tu le remarques peut-être pas, mais juste derrière toi, il y avait des gens qui faisaient des selfies de nous en train de parler. Voilà. Donc ça fait plaisir. Et c'est vrai que ça donne une identité visuelle. Geneviève de Fontenay, par exemple, qui n'est plus de ce monde. Donc Serge Zaka se compare à Geneviève de Fontenay. Elle avait un chapeau, c'est qu'elle avait un chapeau un peu de travers. Bon, c'était plus de la mode. Il y avait d'autres personnes de la mode qui avaient des chapeaux. Il y a des personnes à la télévision qui ont comment ça s'appelle, un châle, une écharpe rouge, oui. Ou qui ont toujours la même tenue vestimentaire. Mais je considère que justement, moi, ça me met plus en confiance d'avoir une personne qui vient comme elle est, me parler d'éléments scientifiques, que d'avoir une personne qui se déguise en costard pour raconter de la merde, clairement. Je pense qu'on en a suffisamment vu comme ça à la télévision. Vous regardez par exemple Jordan Bardella. Il a eu toute une façon de s'habiller, les petites lunettes pour faire bien. Enfin, ça, c'est ce que j'appelle le paraître. Par contre, quand on creuse le fond, il ne creuse pas suffisamment bien ces sujets. Je pense du fait de la jeunesse, où qu'on l'a un peu trop propulsé en avant volontairement. C'est toi qui le dis. Oui, mais il faut plus avoir cette vision de si quelqu'un s'habille bien, c'est-à-dire uniformément en costard ou en tailleur, c'est que c'est forcément une personne qui est bien et qui va dire des choses bien. Ça n'existe plus. Bon, question claire, réponse claire de Serge Zaka. Tout à l'heure, je t'ai présenté comme agroclimatologue, mais en fait, tu es aussi chasseur d'orage, et on va y venir. Enfin, parce que quand je suis arrivé tout à l'heure au Mont-Igual, la première chose que tu m'as dit, c'est j'étais levé jusqu'à 6h du matin pour prendre des photos. J'étais avec mon trépied, mon appareil photo, pour offrir ces clichés à l'observatoire ici au Mont-Igual. Là encore, c'est tellement pas commun. On imagine l'enfant de 8 ans qui commence à se passionner pour la météo. On imagine l'agroclimatologue scientifique avec son chapeau. Et en plus de ça, il va chasser les orages. Et ça, depuis qu'il est tout petit. Ça vient d'où, ça, les orages? On a parlé des bombes du Liban. Mais il y a aussi notre obsession pour qu'elle continue comme ça encore aujourd'hui à 37 ans. Là, tu as passé 2 jours ici au Mont-Igual pour chasser les orages. Bah ouais, c'est clair. Ça vient d'où? Je sais pas. Tu sais, quand j'avais 8 ans, je voulais être chasseur d'orage. J'avais regardé le film Twister. Ah oui, en fait, je voulais déjà être chasseur d'orage, et puis j'ai vu Twister après, j'ai fait effectivement, je vais être comme eux, tu vois. Je vais être chasseur. D'ailleurs, dans Twister 2, le personnage principal, il a un chapeau. Ouais, il a un chapeau de cow-boy, ça m'a fait rire. Et je voulais être chasseur d'orage, je suis devenu chasseur d'orage. Et ce qui est bien, c'est que quand vous voulez faire quelque chose dans votre vie, faites-le. Ça, c'est la petite morale de l'histoire, tu vois. Faites-le, vous pouvez tous y arriver. Et du coup, je suis devenu chasseur d'orage et je continue à chasser l'orage, mais c'est maladif, hein. Oui, ça donc, veut dire que... Maladif, tu as même choisi l'Aveyron d'habiter ici. L'Hérault, pardon. pas très loin. Non, tu as décidé d'habiter l'Hérault. Par rapport à la densité de foudroiement au kilomètre carré. Non, mais quand j'ai fait mes entretiens d'embauche dans les centres de recherche et que j'ai été pris dans plusieurs centres de recherche, mon critère de sélection n'a pas été ni le salaire, ni l'équipe, ça a été la densité de foudroiement au kilomètre carré. Et quand je leur ai dit ça à l'entretien à l'arrivée, qu'est-ce qui ferait que vous nous choisirez nous par rapport à d'autres, ils ont rigolé, mais en même temps ils se sont dit, mais en même temps il est clair dans sa tête, quoi, voilà. Donc j'ai été pris là où je voulais, j'étais très content à Montpellier. Et il y a les épisodes Sévenol ici, c'est les trucs les plus dangereux de France, je trouve ça passionnant, quoi, par rapport à la conjonction entre ces vents, cette montagne et puis ces reliefs et cette urbanisation. Et la naissance de mes enfants s'est faite en hiver. Donc 3 enfants et en hiver. Oui, le pour mariage, ne pas rater les orages qui sont plutôt en été. C'est ça. Parce que quand ma femme m'a dit clairement,
Mais si jamais j'accouche et qu'il y a un orage, tu fais quoi? Je lui dis, bah, je vais chasser l'orage. Bon, elle m'a foutu une petite claque comme ça, bon, gentil. Hein. Elle m'a dit, ah, t'as pas, c'est toujours pareil, quoi. Je fais, bah, ouais, bah, moi, je suis clair. Mais oui, tout est fait pour pouvoir faciliter les vacances. On n'en fait pas. C'est pas possible. D'aller en Bretagne, par exemple, ou d'aller en Bretagne ou en Normandie en plein milieu de l'été, ce n'est pas possible. J'ai déjà dit clairement. Par contre, si on va aller dans le Vercors, les Cévennes, déjà c'est un peu moins loin en termes d'émissions de gaz à effet de serre si on n'y va pas en train, eh bien, il y a plus d'orage. L'automne, c'est interdit. L'automne, je dois être ici pour les conférences, c'est très très dur pour moi. Quand j'ai des réunions à Paris ou à Rennes, alors que c'est la période des épisodes Sevenol, j'ai peur qu'il y ait un épisode Sevenol quand je suis pas là, sinon je deviens complètement fou, quoi. Je suis capable de Donc reprendre le TGV pour revenir. une vie moulée, en tout cas forgée en fonction de là où sont les orages. C'est ça. Mais ça peut paraître complètement dingue pour Bah moi ça me la paraît majorité normal. des gens. Justement, je trouve ça fou. Tu sais, par exemple, ici, au Mont Égual, parfois il y a des gens qui passent, il y a de l'orage, mais ils le regardent même pas. T'as un truc super avec des éclairs. T'en as pris combien des photos d'orage Ah, là j'en ai fait à peu près 400 là. Hier soir? Avant-hier, hier soir, attends. Je me suis couché à 6h du matin, 2 jours de suite. Là, je suis juste complètement défoncé. mais, mais d'ailleurs, j'ai plus 20 ans. Hein, parce que avant, je faisais ça, et puis le lendemain, je dormais même pas. Je continuais. Là, non, j'ai l'impression qu'un camion m'est passé dessus. Tu vois. C'est normal, c'est l'âge. Là, je commence à vieillir, je le sens bien. D'ailleurs, j'ai un camion emménagé maintenant pour dormir sur place, pour pas prendre la route, pour pas être trop fatigué, parce que les premiers risques, c'est la route. Hein. Ouais. Chasse à l'orage. Donc ici, ouais, j'ai passé ma nuit là, sur ce petit caillou là, tu vois, jusqu'à 6h du matin. Et je regardais un orage qui s'éloignait dans le Lozère avec un rideau de pluie et la lune. Mais c'était tellement beau. Et je me disais, mais what, les gens ils dorment alors qu'il y a ça dehors, quoi. Il y avait des étoiles filantes, parce on est quand même autour du 12 août là. Il y a eu une éclipse ce soir aussi. Enfin, mais c'est trop fou. Ce que je disais avec Ludo, on était au parc d'instruments là, juste derrière, on était allongé là, à regarder les étoiles. Et il me disait, tu te rends compte, nous on est là, on a pris 2 heures de notre vie à se poser, à rien foutre. Il n'y avait pas d'écran, il n'y avait rien, regarder les étoiles en parlant de tout et de rien. Pourquoi les gens font pas ça? Ce qui peut paraître un peu paradoxal avec toutes tes actions sur les réseaux sociaux, Ouais. où tu es omniprésent aussi là-dessus. Ouais, c'est hyper paradoxal. Il y a une vie Je vis à extrême la campagne à l'autre. comme un. Je vis à la campagne comme un reclus dans ma maison où j'ai tous mes légumes faits sur place et j'ai une serre et puis je passe ma journée dans le jardin à m'occuper du jardin. Puis après, je vais à Paris au ministère. Sur les plateaux télé. Ouais, puis je reviens. Et, c'est une vie d'extrême, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de vivre à 300 à l'heure et de pas avoir une vie monotone. Et, c'est plein d'antagonismes et j'aime bien. Par contre, il faut pas toucher à mon cœur où je me sens bien, ici au Mont Égual, dans les Cévennes, au pied des Cévennes, dans ma petite maison, mes petits trucs, mes petits enfants, mes enfants, parce que je suis pas encore petits enfants. Ça, c'est mon cœur. Après, ça me dérange pas d'aller faire des conférences à droite à gauche, d'aller en ville, d'aller à Paris, peut-être rester une semaine à Paris. Mais il faut que je revienne là. Il faut que je revienne là parce que moi, fondamentalement, je veux mener une vie juste simple. En dehors de la ville, en dehors du monde, et d'être autonome dans ce que je fais, d'être clair avec mes choix. Et c'est ce que je fais. Alors Serge Zaka, c'est la fin de l'interview. J'ai juste une dernière petite question. Là, je vais revenir sur l'été exceptionnel que l'on est en train de vivre là tous ensemble en France. C'est quand même un sujet qui touche tout le monde, quoi qu'on en dise. Il y a 2,1 millions de personnes qui se disent éco-anxieuses. Un peu moins d'une personne sur deux âgée de 25 à 34 ans ressent ce sentiment d'impuissance, ce sentiment d'éco-anxiété. Est-ce que, en tant qu'agro-climatologue, tu peux nous donner un peu d'espoir, nous dire que cette éco-anxiété, elle peut se résoudre? Est-ce qu'on peut terminer sur une petite note d'espoir? Elle ne se résoudra pas avec les politiques actuelles. Si je veux vous donner une note d'espoir, on est capable de le faire au niveau scientifique, au niveau technique. Au niveau financier, on a les moyens en France, c'est juste qu'on ne les redirige pas au bon endroit. Mais avec les politiques actuelles en cours, qu'ils soient élus ou ceux qui veulent prétendre le pouvoir, en réalité, c'est toujours les mêmes, hein, on n'y arrivera pas. Et donc, ça va passer par un changement à la fois de système économique et de système politique. Ça ne veut pas dire qu'on va retourner à l'époque de l'homme préhistorique. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire évoluer
aussi grandement les choses en agriculture et dans les forêts, dans les écosystèmes. On ne peut pas avoir des ambitions aussi importantes en recyclant toujours les mêmes façons de réfléchir depuis 30 ans. C'est pas possible. Il va falloir qu'on ait un changement à la fois de la place de l'homme dans tout cet écosystème économique, écosystème même, on va dire, végétal ou environnemental. C'est pas possible. Il va falloir faire de grands bouleversements dans notre façon d'être, notre façon de vivre. Et ça ne veut pas dire qu'on va devenir des ermites. Ça ne veut pas dire que c'est une écologie punitive. Non, c'est pas ça. C'est juste que quand on se projette dans quelque chose de nouveau, on a toujours peur. Et il y a toujours des groupes de personnes qui ne veulent pas en fait avoir peur et qui font tout pour rien faire changer. Ça, il faudra les faire sauter. Bon, message pour les politiques. Merci Serge Zaka pour cette interview. Merci à tous. Pour aller plus loin, je renvoie nos auditeuristes à ton livre qui a été publié l'année dernière, Orage sur le climat, avec ce sous-titre « L'agroclimatologie ouvre un espoir pour notre avenir sur Terre ». C'est aux éditions HarperCollins. Merci beaucoup. Merci.